La franchise Tron a failli disparaître dès le premier film et 45 ans plus tard, le dernier opus, Tron Ares, est de nouveau un échec financier. Mais comment tout cela a commencé et pourquoi ça continue? Quand le premier film Tron sort, visuellement, ça change de ce qui se fait au cinéma. Et donc ça perturbe les gens. Les critiques sont mitigées et le public n'est pas au rendez-vous. Le film était tellement en avance sur son temps que les gens ne savaient pas trop comment le digérer. L'idée est née d'un simple jeu vidéo que vous avez peut-être connu si vous avez plus de 45 ans. En 1976, le réalisateur Steven Lisberger découvre le jeu Pong d'Atari. Le jeu est simple, une balle et deux balles verticales pour faire les raquettes. C'est suffisant pour lui donner une idée de film et si les jeux vidéo étaient des mondes habités par des personnes. L'univers visuel minimaliste de Pong a été le point de départ de son concept. Il s'est imaginé des humains piégés dans cet espace, devant survivre en se battant à coups de disques d'énergie. Le nom du film Tron est né un peu par hasard après un simple test d'animation. L'équipe a créé un personnage électronique avec des effets de néon et l'a surnommé Tron, sans savoir encore que ce serait le titre du film. Le look unique avec ses tenues lumineuses et ses décors de néon n'est pas simplement un travail d'effets spéciaux par ordinateur. L'équipe a utilisé plusieurs techniques populaires dans les années 70 comme la rotoscopie. Ça consiste à tracer image par image par-dessus des séquences vidéo filmées en prise de vue réelle. En clair, on filme d'abord des acteurs ou des objets, puis on utilise ces images comme un guide pour dessiner des personnages ou des scènes animées. C'est un peu comme un calque que l'on utilise pour dessiner par-dessus une photo, mais pour chaque image du film ou d'une séquence. L'autre technique beaucoup utilisée dans Tron, c'est ce qu'on appelle backlit animation ou animation par rétroéclairage. En anglais, ça fait un petit peu plus cool. C'est une technique d'animation hybride qui a été beaucoup utilisée dans les années 70. Elle combine la prise de vue réelle avec des techniques d'animation traditionnelles. D'abord, on filme les acteurs en prise de vue réelle, généralement en noir et blanc, devant un fond uni et sombre. Après, des artistes peignent des décors et des effets visuels sur des cellules d'animation transparentes. Ces décors sont stylisés, souvent avec des couleurs vives et des motifs géométriques, un peu comme dans Tron. Ces décors sont ensuite placés sur des tables lumineuses et un système de multiplan est utilisé pour les filmer par transparence. Le tournage réel des acteurs et les scènes d'animation peintes sont ensuite combinés lors du processus de post-production pour créer l'illusion que les acteurs évoluent dans des décors animés éclairés par derrière. Pour les scènes 3D comme les fameux light cycles ou les décors de la grille, l'équipe a utilisé un ordinateur de pointe pour l'époque. Je dis bien pour l'époque. Ce monstre de technologie n'avait que 2 mégaoctets de mémoire et 330 mégaoctets de stockage. C'est évidemment des milliers de fois moins que la capacité d'une photo sur nos téléphones aujourd'hui. Les animateurs ont dû faire preuve d'ingéniosité en limitant au maximum les calculs et en créant des programmes très simples. Chaque seconde d'animation prenait des heures de calcul. En 1983, le film est nominé pour 2 Oscars, un pour le meilleur son et l'autre pour les meilleurs costumes. Et donc pas de nomination pour les meilleurs effets spéciaux. À l'époque, l'Académie des Oscars ne comprenait pas grand-chose aux nouvelles technologies. Ils ont refusé de nominer le film pour ses effets visuels en disant que l'utilisation d'ordinateurs était une tricherie et qu'elle ne relevait pas de l'art. Cette décision a fait un tollé dans la communauté cinématographique et l'Académie a dû changer ses règles plus tard. Encore une fois, le changement ne plaît pas toujours. À l'époque, de nombreux animateurs de Disney ont refusé de travailler sur le film. Ils avaient peur que l'arrivée des ordinateurs ne les rende obsolètes et ne les remplace. Et techniquement, ils n'avaient pas tort. 22 ans plus tard, Disney a fermé son studio d'animation traditionnel, l'animation à la main, pour se concentrer sur l'animation par ordinateur. Le destin a voulu que ce soit John Lasseter, le papa de Toy Story, alors à la tête de Pixar, qui, des années après, relance l'animation traditionnelle chez Disney. Après l'échec commercial du premier film, il a fallu attendre près de 30 ans pour que l'univers de Tron revienne sur grand écran. Donc en 2010 sort Tron l'héritage. Sauf que c'est aussi l'année de sortie d'Inception et Toy Story 3. Et donc pour se différencier, les studios ne veulent pas seulement faire une suite à l'histoire d'origine, mais ils veulent aussi révolutionner la technologie du cinéma comme l'avait fait son prédécesseur. Ils veulent marquer le coup en somme. L'un des grands défis techniques de cette suite était de montrer Jeff Bridges à la fois comme son personnage de 2010, Kevin Flynn, et comme son double numérique Clou.
qui lui avait l'apparence de l'acteur dans les années 80. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, un acteur va donc jouer son propre rôle à 2 âges différents, sans effet de maquillage. Jeff Bridges a porté un masque de capture de mouvement pour que son visage soit entièrement recréé en image de synthèse. Les réalisateurs ont utilisé des scènes de ces films des années 80, et pas forcément le Tron d'origine, pour que l'ordinateur s'en inspire et recrée un visage numérique plus vrai que nature. Le résultat a fait débat chez certains spectateurs qui disaient que le visage ne faisait pas humain, mais à l'époque c'était une énorme prouesse technologique. C'est la bande son qui fait aussi la différence sur ce film. Le réalisateur Joseph Kosinski a choisi d'appeler notre duo de français Daft Punk pour composer la musique du film. Les 2 musiciens ont d'ailleurs fait une apparition dans le film incognito dans le rôle de DJ dans la boîte de nuit d'un programme Véro. Malgré toutes ces innovations, Tron l'héritage a connu un succès commercial en demi-teinte. Il a quand même rapporté plus de 400 millions de dollars pour un budget de seulement 170 millions. Il n'a pas été le blockbuster que Disney espérait et les projets de suite ont été mis de côté pendant des années. Un peu comme le premier film, il a lentement gagné en popularité. Il a ouvert la voie à de nouvelles technologies d'effets spéciaux et a prouvé que la musique pouvait être bien plus qu'une simple bande sonore. Même si Disney a mis de côté le grand écran, l'univers continue de s'étendre à travers une série d'animations, Tron, la révolte, qui fait le lien entre le film de 1982 et la suite de 2010. La série mélange l'animation 2D et des éléments en 3D, très inspirée par des œuvres comme Star Wars, l'Attaque des clones. Elle raconte l'histoire de Beck, un jeune programme qui devient un héros de la résistance sous la tutelle de Tron l'original. C'est une série qui n'a pas eu un franc succès, mais qui a été saluée par les critiques et les fans pour son scénario et son esthétique. Elle a d'ailleurs remporté un Emmy pour la réalisation artistique. Donc quoi qu'il arrive, Tron n'est jamais un succès financier. Qui dit Disney dit produits dérivés. Faudrait pas manquer une occasion de faire de l'argent. Du coup, en 2016, les fans ont eu la chance de pouvoir s'immerger littéralement dans l'univers grâce à une attraction spectaculaire, Tron Light Cycle Power Run. Installée dans le parc Disney de Shanghai, cette montagne russe n'est pas un grand 8 comme les autres. Les visiteurs ne sont pas assis, mais penchés en avant sur des motos, recréant la position des pilotes des Light Cycles du film. Le parcours, principalement en intérieur, est une course effrénée à travers un tunnel de lumière avec des effets visuels et sonores qui donnent l'impression de traverser l'univers numérique. L'attraction a été un tel succès qu'une version identique a ouvert ses portes à Disney World en Floride, et celle-là, avec Marilyn, on l'a fait et on a surkiffé. À l'époque, la file d'attente était démentielle. On a d'ailleurs fait un épisode de podcast sur notre séjour à Disney World, je vous invite à l'écouter. La hype autour du nouveau film Arès est folle et on s'attendait à une masse de cash qui rentre dans les poches du studio, mais comme tout bon film de la franchise Tron, pour l'instant le succès au box-office n'est pas là. Qui sait, Arès sera sans doute culte dans 20 ans.